Avec l'arrivée du numérique et de l'influence grandissante des plateformes d'information, le métier de journaliste se trouve à la croisée des chemins, en défiant les tentatives de censure, de propagande et de désinformation. Allons-nous pouvoir préserver l'intégrité de ce métier? Bienvenue sur Nouvel Horizon, nouvelle formule. Dorénavant, un seul sujet sera traité par émission, ce qui nous permet d'explorer beaucoup plus profondément chaque thématique et vous offrir ainsi une information de meilleure qualité. Et pour ce premier opus, la question qui nous taraude, mesdames et messieurs, est-ce que les journalistes sont voués à disparaître? Chaque époque voit naître de nouvelles professions, tandis que d'autres sont vouées à s'éteindre pour toujours. Cette question peut vous paraître incongrue, mais elle a tout son sens, car le métier de journaliste fait l'objet de pression de toutes parts. Le dernier fait marquant en la matière est le projet de loi de l'Union européenne qui a mis le feu aux poudres. Avant de vous expliquer de quoi il retourne, rappelons tout de même que le rôle du journaliste est essentiel dans le maintien de l'équilibre de nos institutions, car il fait à la fois office de régulateur face à l'exécutif, tout en étant le gardien de la liberté d'expression. Mais comme vous savez sûrement déjà, le pouvoir du journaliste fait peur, et fait donc l'objet de censure, de pression politique, sans oublier l'autocensure. L'essor du numérique a complètement rebattu les cartes en brisant le monopole de la collecte et de la production d'informations en une course à la consommation d'actualité. Le paysage médiatique s'est lui aussi fortement dégradé, avec la concentration massive de tout type de supports médias aux mains de quelques milliardaires. D'ailleurs, les chiffres l'attestent. Écoutez bien. Déjà en 2021, le sondage Ipsos dévoilait que seuls 16% des Français faisaient confiance aux journalistes. Pire encore, le 35e baromètre Kantar-Lacroix de 2022 nous révèle que près de 2/3 des personnes interrogées estiment que les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir politique, ni des intérêts économiques. Et pourtant, l'attente est bien là, car 77% des Français sont attachés à la liberté de la presse et des médias d'une manière générale. Et la quasi-majorité, pour être précis, 96% attendent une chose claire et simple, des informations fiables et vérifiées. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet de notre projet de loi que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, il devrait être appliqué à la rentrée 2024, baptisé Media Freedom Act. Ce dernier a été présenté en septembre 2022 par la vice-présidente de la Commission européenne, Jourova, et le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton. Même s'il devait être une promesse pour les journalistes, il fait actuellement débat. Diverses mesures devraient être mises en place pour renforcer l'indépendance éditoriale, la surveillance de la concentration de médias, mais aussi pour protéger le secret des sources journalistiques et interdire l'utilisation de logiciels espions dans les appareils qu'ils utilisent. Cependant, si cette loi se veut bénéfique pour les journalistes, elle comporte de nombreux problèmes, à commencer par l'article 4, qui est consacré à la protection des journalistes et au secret de leurs sources, en mettant de solides garde-fous. Mais figurez-vous que sous la pression de la France, ce projet, censé protéger le monde journalistique, a été assorti d'un nouvel alinéa qui déclare l'article sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale. En somme, si un État estime que c'est dans l'intérêt de la sécurité nationale, il peut espionner des médias, des journalistes ainsi que leurs familles en toute impunité. Pour Reporters sans frontières, cette précision est dangereuse et superflue puisque les traités ne prévoient pas de compétences de l'Union en matière de sécurité nationale. D'ailleurs, Julie Madjerzak, la représentante de RSF auprès de l'Union européenne, met en garde. C'est la porte ouverte à toutes sortes d'abus, car c'est toujours au nom de la sécurité nationale qu'on viole les libertés. Elle ajoute que c'est d'autant plus dangereux que dans sa position, la France revendique la sécurité comme une compétence exclusive des États. Elle a d'ailleurs été soutenue dans cette démarche par d'autres pays européens. Citons parmi eux les Pays-Bas, la République tchèque ou encore la Grèce. Cette décision constitue un feu vert pour les États, qui comme la Grèce ou la Hongrie ont justement eu recours à ce prétexte pour espionner des journalistes de leur pays. Souvenez-vous des affaires Pegasus ou Predator en Grèce en juillet dernier. Ce scandale d'espionnage d'un homme politique grec ainsi que d'un journaliste par le logiciel espion Predator avait entraîné la démission du chef des services grecs de renseignement. Le gouvernement grec avait exclu toute implication de l'État bien que des dizaines de journalistes et d'opposants politiques aient été mis sur écoute avec un logiciel du même type.
Pour mieux exprimer cette inquiétude, une soixantaine d'ONG ont signé une lettre ouverte à destination des représentants des États membres, en dénonçant cette modification qui fragilise nettement les garanties censées être apportées par le projet de loi. Un avis que partage Renate Schroeder de la Fédération européenne des journalistes, pour qui ce texte est extrêmement préoccupant et cet article le rend encore plus problématique. Elle a ajouté: on a vu ce qui s'est passé en Grèce, mais aussi en Espagne, en Pologne ou encore en Hongrie, à chaque fois au mépris du droit. Ainsi, dans ce dernier pays, le logiciel Pegasus avait largement été utilisé contre la presse. Alors, la question qui se pose est de savoir si cette loi ne vise pas à dégrader la protection des journalistes. Ce point est particulièrement préoccupant car actuellement, là où la sauvegarde de la sécurité nationale n'est pas clairement définie, certaines informations relatives à l'écologie, au nucléaire, voire même aux GAFAM, peuvent être considérées comme des menaces nationales, et ainsi justifier des mesures d'espionnage ou de coercition de la part des gouvernements. Rappelons ainsi le cas de Grégoire Souchet, journaliste pour le média indépendant Reporter. Il avait le 10 novembre 2021 réalisé un reportage sur une action de faucheurs volontaires, des opposants aux OGM. Il s'est vu accusé d'avoir participé à une action illégale alors qu'il ne faisait que son travail d'information. Pour compléter ce panorama, un autre nuage sombre est apparu plus tôt ce mois-ci en France. Ainsi, le 7 juin, les sénateurs ont adopté le très controversé article 3 du projet de loi Orientation et programmation du ministère de la Justice de 2023 à 2027. Ce dernier autorise la police à activer la caméra ou le micro de n'importe quel appareil électronique pour écouter ou filmer en temps réel son propriétaire à son insu. Une disposition qui doit toutefois encore être examinée à l'Assemblée nationale. Vous l'aurez compris, la presse est donc sur ses gardes car les outils de surveillance sont de plus en plus sophistiqués et difficiles à détecter. À ce propos, la Commission des affaires juridiques du Parlement européen a soutenu fin juin une directive anti-slap visant à protéger les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme contre les poursuites et harcèlements non fondés visant à les réduire au silence. Cette proposition de la Commission a été surnommée Loi Daphné, en l'honneur de la journaliste maltaise assassinée Daphné Caruana Galizia. Cette directive anti-slap fait écho à des propos tenus par le journaliste Tristan Walex de France Télévision, interrogé par Mediatopia. Présentateur de l'émission d'investigation Complètement d'enquête, il avait déclaré « Le pire ennemi du journaliste, c'est son autocensure ». Le journaliste d'investigation est revenu sur certaines affaires concernant son métier et en particulier sur celle avec le grand patron de presse Vincent Bolloré, qui lui a déjà valu 5 procès, tous gagnés. À ce propos, début juin, la Commission européenne a validé la prise de contrôle du groupe Lagardère, propriétaire de Paris Match, d'Europe 1 et du JDD, par Vivendi, le groupe de la famille Bolloré. D'ailleurs, l'influence du milliardaire dans le paysage médiatique français a déjà été au cœur de discussions de la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias l'année dernière. Je m'explique. Auditionné par les sénateurs, Vincent Bolloré s'était défendu de vouloir véhiculer une quelconque idéologie politique dans les médias audiovisuels de son groupe. Pour lui, il ne s'agissait que d'un intérêt purement économique. Mais ces déclarations n'ont pas convaincu le sénateur et rapporteur de la commission d'enquête David Assouline. Ce dernier a parlé d'une volonté de la part de Vincent Bolloré de créer un empire de propagande au service d'idées extrémistes. Cette concentration des médias est donc un problème pour la liberté de la presse. À part Vincent Bolloré, d'autres milliardaires comme Bernard Arnault, Patrick Drahi, Xavier Niel ou encore François Pinault sont aussi propriétaires de nombreux médias. Si ces dernières années, le phénomène est devenu de plus en plus flagrant, en 1984 déjà, François Mitterrand avait initié une loi anti-concentration. Elle n'a cependant pas eu l'effet escompté et la mainmise des fortunes françaises sur les médias s'est accentuée. En 2016 déjà, des journalistes du Parisien, détenus par Bernard Arnault, avaient dénoncé une autocensure du journal à l'égard de son nouveau propriétaire. Le quotidien s'était notamment défendu de parler du documentaire Merci Patron, qui critiquait ouvertement M. Arnault. Début avril, des journalistes du Parisien se sont aussi alarmés d'une couverture de la réforme des retraites jugée partisane et pro-gouvernementale. Selon eux, il leur a été explicitement demandé de ne pas travailler sur
certaines enquêtes. Mais ce n'est pas tout. Les grandes entreprises ont d'autres moyens pour influencer l'opinion publique. En 2022, un journaliste indépendant a fait une révélation fracassante sous couvert d'anonymat au journal Fakir. Preuve à l'appui, il a raconté que depuis plusieurs années, il était employé par une société fantôme pour produire des articles bidons, censés faire passer un certain message. Comme par exemple, promouvoir dans un article superficiellement neutre une entreprise ou une personnalité. Le plus étonnant, c'est que ces articles étaient parfois repris par des journaux sérieux et étaient même en bonne place dans les propositions de Google. Finalement, sous un nom d'emprunt, Julien a déclaré « J'ai mis le doigt, et même tout le bras, dans une agence de lobbying tous azimuts qui infiltre la presse. » Du côté des médias audiovisuels, le problème est encore plus flagrant. Vous vous souvenez sûrement de l'altercation télévisuelle entre le député Louis Boyard et Cyril Hanouna, présentateur sur C8. Ce dernier avait monté le ton parce que le député avait osé critiquer Vincent Bolloré, qui n'est rien d'autre que le propriétaire de la chaîne. Bérard Arnault, première fortune de France et PDG de LVMH, est aussi concerné car investir dans le secteur médiatique est le plus souvent source de pertes financières que de bénéfices. Pour se défendre, le PDG revendique d'œuvrer à la pérennité de titres irremplaçables comme Les Échos, Le Parisien ou des radios de musique classique, dans un but d'intérêt général et pour défendre des fleurons français. Il n'empêche que ces journaux ont néanmoins été les premiers bénéficiaires d'aides publiques à la presse avec plus de 15 millions d'euros en 2021. Aujourd'hui, pour Nikos Smirianos, professeur et auteur de La concentration des médias contre la démocratie, il est implicitement admis par les gouvernants que seules les très grandes fortunes peuvent contrôler les principaux médias du pays. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que cette concentration des médias permet des opérations d'influence ou de propagande de grande envergure. Elles entraînent des conséquences sur le pluralisme de l'information en obéissant tout autant à des stratégies industrielles, à des intérêts financiers, qu'à des objectifs politiques et idéologiques. Mais cet exemple n'est pas isolé et dans des dizaines de pays, de nombreuses mesures continuent de porter atteinte à la liberté de la presse. Selon le rapport mondial publié par l'UNESCO en 2022, Tendance mondiale en matière de liberté d'expression et de développement des médias, 85% de la population mondiale a connu un recul de la liberté de la presse dans son pays au cours des 5 dernières années. Le rapport Digital News de cette année fait un constat tout aussi effrayant. Réalisé par Reuters, le rapport explique comment la diffusion de l'information est en train de passer, écoutez bien, des mains des journalistes à celles des influenceurs. Ces derniers sont aidés par les IA comme ChatGPT et font moins de vérification des faits, facilitant ainsi la propagation de fake news. Selon un sondage Ipsos chez les jeunes de 16 à 30 ans, les sources d'informations privilégiées sont pour un quart d'entre eux les comptes des médias généralistes ou de journalistes sur les réseaux sociaux. La défiance envers les médias reste donc de mise. Ainsi, seuls 39% des sondés disent avoir confiance dans les chaînes d'infos contre 44% pour les comptes spécialisés sur les réseaux sociaux. Du coup, en dehors de Twitter et de Facebook, deux plateformes au sein desquelles les journalistes peuvent encore attirer l'attention des utilisateurs, les autres applications comme YouTube, Snapchat ou encore Instagram sont surtout la chasse gardée de personnalités, c'est-à-dire de vidéastes et des influenceurs. Le Medium Freedom Act de l'Union européenne vise aussi à mieux réguler les plateformes en ligne et dicter un code de conduite portant sur l'intégrité de l'information diffusée sur celle-ci. Car jusqu'à présent, elle n'était pas soumise aux mêmes obligations que les médias traditionnels. En tout cas, le métier de journaliste n'est plus ce qu'il était. Alors que certains finissent par être les porte-parole de leur patron, d'autres ne sont que des créateurs de contenu sans professionnalisme journalistique. C'est pour cela que les médias indépendants sont plus nécessaires que jamais afin de garantir la pluralité de l'information. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres. Many of the prophecies foretold in Orthodox religions have come to pass, as have the predictions made by Nostradamus and prophecies passed down in cultures around the world, from Peru to Korea,
there have been surprisingly accurate prophetic texts throughout Chinese history, from the Han to the Ming dynasties. These prophecies tell us the important truth that history is no coincidental process, but a drama in which the sequence of major events has already been pre-established. In the end of times, which could also herald the beginning of a new historical cycle, all religions of the world are awaiting one thing: the arrival of the Creator in the human realm. All dramas have a climax. Though the devil has made its arrangements to destroy humankind, the Almighty Creator has His means of awakening the world's people, helping them escape the devil's bondage and offering them salvation. Today, unfolding in the final epoch before the Creator's appearance, is the ultimate battle between good and evil. Orthodox religions the world over have foretold that in the era of the Creator's return, the world would be awash with demons, abominations, and ominous events as humanity lost its moral restraints. This is none other than the world of today. The state of degeneration we face today has been long in the making. It began hundreds of years ago with the rise of its core driving force, atheism and the deception of humanity. It was Karl Marx who created an ideology to encompass the deception in all its permutations, and it was Vladimir Lenin who put the theory into brutal practice. Marx, however, was not an atheist. He followed the devil's cult and became the demon whose mission was to prevent man from recognizing the Creator in the end times. 1. Marx's satanic works. Marx published many books throughout his life, the best known being the 1848 Communist Manifesto and the 3 volumes of Das Kapital, published between 1867 and 1894. These works formed the theoretical basis for the communist movement. What is less widely known is that Marx's life was a process in which he turned over his soul to the devil and became its agent in the human realm. In his youth, Marx had been a devout Christian. He was an enthusiastic believer in God before being overcome by his demonic transformation. In his early poem, Invocation of One in Despair, Marx wrote of his intent to take revenge on God. So a God has snatched from me my all, in the curse and rack of destiny. All his words are gone beyond recall. Nothing but revenge is left to me. On myself revenge I'll proudly wreak, on that being, that enthroned Lord. Make my strength a patchwork of what's weak. Leave my better self without reward. I shall build my throne high overhead. Cold, tremendous shall its summit be. For its bulwark, superstitious dread. For its marshal, blackest agony. Writing to his father, Marx described the changes he was experiencing. Quote, "A curtain has fallen. My holiest of holies was ripped apart, and new gods had to be set in their place. A true unrest has taken mastery of me, and I will not be able to calm the excited spirits until I am in your dear presence." In his poem, The Pale Maiden, Marx wrote, "Thus heaven I've forfeited. I know it full well. My soul, once true to God, is chosen for hell." Marx's family clearly noticed his change. On March 2nd, 1837, his father wrote to him, quote, "Your advancement, the dear hope of seeing your name someday of great repute, and your earthly well-being are not the only desires of my heart. These are illusions I had had a long time, but I can assure you that their fulfillment would not have made me happy. Only if your heart remains pure and beats humanly, and if no demon is able to alienate your heart from better feelings, only then will I be happy." One of Marx's daughters wrote that when she was young, Marx told her and her sisters many fairy tales. Her favorite was the meandering story of Hans Röckle, a wizard who was always short of cash and had no choice but to sell off his lovely puppets to the devil. What Marx sold to the devil in exchange for his success was his own soul. Describing himself in The Fiddler, Marx wrote, "How so? I plunge without fail, my blood-black saber into your soul. That art God neither wants nor wists.
it leaps to the brain from hell's black mists. Till hearts bewitched, till senses reel, with Satan I have struck my deal. He chalks the signs, beats time for me. I play the death march fast and free. In the biography Marx, author Robert Payne wrote that the stories Marx told might be taken as an allegory for his own life, and that he seemed to be knowingly acting on the devil's behalf. Marx's soul turned to evil. In his rage against God, he joined the devil's cult. The American political philosopher Eric Voegelin wrote, quote, Marx knew that he was a God creating a world. He did not want to be the creature. He did not want to see the world in the perspective of creaturely existence. He wanted to see the world from the point of the coincidentia oppositorum, that is, from the position of God. In his poem, Human Pride, Marx expressed his will to break away from gods and stand with them on an equal footing. Then the gauntlet do I fling, scornful in the world's wide open face. Down the giant she-dwarf, whimpering, plunges, cannot crush my happiness. Like unto a god I dare, through that ruined realm in triumph roam. Every word is deed and fire, and my bosom like the Maker's own. Marx actively rebelled against the divine. Quote, I long to take vengeance on the one who rules from above, and, quote, the idea of God is the keynote of a perverted civilization. It must be destroyed. Soon after Marx died, his housemaid, Helene Demuth, said of him, quote, he was a God-fearing man. When very sick, he prayed alone in his room before a row of lighted candles, tying a sort of tape measure around his forehead. Marx's prayer, as scholars have said, was neither Christian nor Jewish, but the real Marx was not atheist. Throughout human history, great sages taught sentient beings the way to enlightenment and laid the foundations of the world's civilizations. Jesus Christ established the bedrock of Christian civilization, and Lao Tzu's wisdom is the foundation of Taoism, a central pillar of Chinese philosophy. In ancient India, Shakyamuni's teachings led to Buddhism. The origins of their wisdom is a wonder. While the other sages may have been well-read, they obtained their insights from enlightenment and cultivation, not from ordinary studies. Marx's theories referenced the work of previous intellectuals, but ultimately originated from the evil spectre. He wrote in the poem On Hegel, since I have found the highest of things and the depths of them also, rude am I as a god, cloaked by the dark like a god. By the spectre's arrangement, Marx entered the human world and established the cult of communism to corrupt human morality, with the intention that mankind would turn on gods and doom themselves to eternal torment in hell. 2. Marxism's historical context. In order to spread Marxism, the evil spectre laid down various intellectual and social foundations. We will examine these two components that serve as the context for the rise of communism. Scholars believe that Marx's theory was deeply influenced by Hegel and Ludwig Feuerbach. Feuerbach was an early denier of God's existence. He believed that religion was no more than an understanding of the, quote, infinity of perception. That is to say, that people invented God by imagining their own abilities writ large. Feuerbach's theory shed some light on how communism emerged and spread. Advances in science, mechanization, material goods, medicine, and leisure created the impression that happiness is a function of material wealth. Therefore, any dissatisfaction must arise from social limitations. It seemed that with material advancement and social change, people would have the means to build a utopia without any need for God. This vision is the principal means by which people are lured, then initiated into the cult of communism. Feuerbach was not the first to reject Christianity and God. Friedrich Strauss questioned the authenticity of the Bible and the divinity of Jesus in his 1835 book, Life of Jesus. We can trace such atheist ideas back to the Enlightenment in the 17th and 18th centuries, or, if need be, to the time of the ancient Greeks, but that is not the purpose of this book. Although Marx's Communist Manifesto was written over a decade prior to the publication of Charles Darwin's On the Origin of Species,
The theory of evolution provided Marx with apparent scientific grounding. If all species naturally happened as a result of natural selection, and human beings are merely the most advanced of organisms, then there is no room for God. In December 1860, Marx wrote about Darwin's theory to his associate Friedrich Engels, praising On the Origin of Species as, quote, the book that contains the natural history foundation for your viewpoint. In a letter to the socialist philosopher Ferdinand Lassalle in January 1862, Marx said, quote, Darwin's book is very important and serves me as a natural scientific basis for the class struggle in history. The theory of evolution in the field of natural science and the materialism in the field of philosophy provided Marxism with two powerful tools for misleading and recruiting followers. Society underwent profound changes in Marx's lifetime. In 1769, Watts's improved steam engines ushered in the first industrial revolution, replacing small artisan communities with mass production. Technical advancement in agriculture freed up surplus labor to move to cities and toil in factories. Free trade created innovation in sales and marketing. Industrialization invariably fosters the rise of cities and the flow of people, information, and ideas. In cities, people are not as connected to each other in comparison to rural life. In a city, even an outcast can write books. Following his exile from Germany, Marx moved to France, Belgium, and then England, where he settled down in the London slums. The Second Industrial Revolution began in Marx's later years, bringing electrification, the internal combustion engine, and chemical manufacturing. The invention of the telegraph and the telephone revolutionized communications. Each change threw society into upheaval as people scrambled to adapt to the new reality amid technological shifts. Many could not keep up, leading to the polarization of haves and have-nots, economic crises, and the like. This upheaval created ripe conditions for spreading Marx's view of social norms and traditions as oppressive relics to be destroyed. At the same time, as technology made it possible to transform nature on a large scale, humanity's arrogance grew. Rather than viewing Marxism as the result of social upheaval and the attendant intellectual trend, these factors should be understood in light of the devil's plans to destabilize humanity and spread Marxism among mankind. 3. The French Revolution. The impact of the 1789 French Revolution was massive and far-reaching. It destroyed the monarchy, overturned the traditional social order, and began a system of mob rule. Engels said, quote, a revolution is certainly the most authoritarian thing there is. It is the act whereby one part of the population imposes its will upon the other part by means of rifles, bayonets, and cannon. Authoritarian means, if such there be at all. And if the victorious party does not want to have fought in vain, it must maintain this rule by means of the terror which its arms inspire in the reactionists. The Jacobin club that took power after the French Revolution knew this well. After sending French King Louis XVI to the guillotine, Jacobin leader Maximilien Robespierre's reign of terror executed another 70,000 people, most of whom were completely innocent. Later generations wrote on Robespierre's epitaph, "Whoe'er thou art who passest, pray don't grieve that I am dead. For had I been alive this day, thou'dst been here in my stead." The three policies of political terror, economic terror, and religious terror practiced by the Jacobin Club in the French Revolution appeared as a prelude to the tyranny of the Communist Party. In a precursor to the political killings under Lenin and Joseph Stalin, the French revolutionaries instituted the Revolutionary Tribunal and set up guillotines in Paris and other places. Revolutionary committees decided whether a prisoner was guilty, while special agents of the National Convention held authority over the military and administrative subdivisions. The sans-culottes, or proletariat, held status as the most revolutionary class. According to the Law of 22 Prairial, enacted on June 10, 1794, pre-trial and defense counsel were banned, and all convictions were required to result in the death penalty. In lieu of evidence, rumors, inference,
and personal judgment were all valid for the purpose of obtaining a verdict. When the law went into effect, it greatly expanded the reign of terror, with an estimated 300,000 to 500,000 people jailed as suspects. Likewise, the economic terror of the Jacobins seemed to preface the war communism that would be implemented in Russia by Lenin. A law passed on July 26, 1793, made hoarding an offense punishable by death. One of the greatest adversaries of the French revolutionaries was the Catholic faith. During the Reign of Terror, Robespierre, painter Jacques-Louis David, and their supporters established a form of atheism based on Enlightenment trends called the cult of reason to replace Catholicism. On October 5, 1793, the National Convention abolished the Christian calendar and instituted the Republican calendar. On November 10th, the Notre Dame de Paris was rechristened the Temple of Reason, and an actress portrayed a goddess of reason as an object of worship for the masses. The cult of reason was quickly enforced throughout Paris. Within a week, only 3 Christian churches remained operating. Religious terror filled Paris. Priests were arrested en masse, and some were executed. The French Revolution not only provided a model for the Soviet regime established by Lenin, it is also closely connected to the development of Marxism. François-Noël Babeuf, a utopian socialist who lived through the French Revolution and was executed in 1797 for his involvement in the conspiracy of the equals, advocated the abolition of private property. Marx considered Babeuf to be the first revolutionary communist. France was heavily influenced by socialist ideologies in the 19th century. The League of Outlaws, which took Babeuf as its spiritual founder, developed rapidly in Paris. German tailor Wilhelm Weitling joined the Outlaws in 1835. Under his leadership, the secret society renamed itself the League of the Just. In a meeting held in June 1847, the League of the Just merged with the Communist Correspondence Committee led by Marx and Engels to form the Communist League led by those two men. In February 1848, Marx and Engels published the foundational work of the international communist movement, the Communist Manifesto. The French Revolution was just the beginning of a long period of social turmoil throughout Europe as revolutions and insurrections took place one after another from the end of Napoleonic rule, affecting Spain, Greece, Portugal, Germany, various parts of Italy, Belgium, and Poland. By 1848, revolution and war spread throughout Europe, providing an optimal environment for the spread of communism. In 1864, Marx and others established the International Working Men's Association, also known as the First International, placing Marx as the spiritual leader of the communist workers' movement. As effective leader of the First International, Marx worked to create a core group of strictly disciplined revolutionaries who would rally the workers to insurrection. At the same time, he found a need to banish those who disagreed with him from the organization. Mikhail Bakunin, the first major Russian Marxist, gathered many recruits for the communist movement, but Marx accused him of being a Tsarist agent and expelled him from the First International. In 1871, the French branch of the First International launched the first communist revolution, the Paris Commune. 4. Communism debuts in Paris. The Paris Commune was established following France's defeat in the Franco-Prussian War of 1870. Though French Emperor Napoleon III had surrendered, the Prussian armies lay siege to Paris before withdrawing. The humiliation of surrender, combined with long-standing unrest among the French workers, led to a general uprising in Paris, and the newly established French Third Republic withdrew to Versailles, leaving a power vacuum in the capital. In March 1871, the Paris Commune began with the rebellion of armed mobs and bandits from the lowest rungs of society, led by socialists, communists, anarchists, and other activists. The movement was affiliated with and heavily influenced by the First International. It aimed at using the proletariat as agents of revolution to destroy traditional culture and transform the political and economic structure of society. What followed was killing and destruction on a massive scale as the rebels laid waste to the exquisite relics, monuments,
and art of Paris. One worker asked rhetorically, "What good does it do me for there to be monuments, operas, cafe concerts, where I have never set foot because I don't have the money?" A witness to the destruction said, "It is bitter, relentless, and cruel, and is, no doubt, a sad legacy of the bloody revolution of 1789. Another described the Commune as, quote, "a revolution of blood and violence, and the most criminal act the world has ever seen. Its participants were, quote, madmen, drunk with wine and blood, and its leaders ruthless desperados, the refuse of France." The struggle between tradition and anti-tradition had begun in the French Revolution and continued to play out 8 decades later. The honorary chairman of the Paris Commune said, quote, "Two principles share France, that of legitimacy and that of popular sovereignty. The principle of popular sovereignty rallies all men of the future, the masses who, tired of being exploited, seek to smash the framework that suffocates them." The extremism of the Commune originated in part from the hate-filled ideas of Henri de Saint-Simon, a utopian socialist who considered the welfare of a country proportionate to its number of workers. He advocated the death of the rich, whom he believed to be parasites. In The Civil War in France, Marx described the Commune as a communist state. Quote, "The direct antithesis to the empire was the Commune, the cry of social republic, with which the February Revolution was ushered in by the Paris proletariat, did but express a vague aspiration after a republic that was not only to supersede the monarchical form of class rule, but class rule itself. The Commune was the positive form of that republic. Additionally," he wrote, quote, "the Commune intended to abolish that class property which makes the labor of the many the wealth of the few." The Paris Commune pioneered the characteristics of communist revolution. The Vendôme column commemorating Napoleon was destroyed. Churches were looted, clergy slaughtered, and religious teachings banned from schools. The rebels dressed the statues of saints in modern clothing and affixed smoking pipes to their mouths. Women participated in the savagery with enthusiasm that sometimes surpassed that of their male counterparts. A Chinese person called Zhang Duyi, who was in Paris at the time, described the situation, quote, "The rebellious not only included male thugs, women also joined in the rampage. They took up lodging in high buildings and feasted on delicacies, but their pleasure was short-lived, as they were unaware of the danger coming to them. On the verge of defeat, they looted and burned buildings. Priceless treasures were reduced to ashes. Hundreds of female rebels were arrested and admitted that it was mainly the women who led the arson." The violent frenzy that accompanied the fall of the Paris Commune is not surprising. On May 23, 1871, before the last line of defense had fallen, the Commune authorities ordered the burning of the Luxembourg Palace, the seat of the French Senate, the Tuileries Palace, and the Louvre, the Paris Opera House, the Paris City Hall, the Ministry of the Interior, the Ministry of Justice, the Palais Royal, and the luxury restaurants and high-class apartment buildings on both sides of the Champs-Élysées were also to be destroyed rather than allowed to fall into the hands of the government. At 7 p.m., Commune members carrying tar, asphalt, and turpentine started fires at multiple locations across Paris. The magnificent Tuileries Palace was lost to the flames. Fortunately, the arsonists' attempts to torch the nearby Louvre were foiled by the arrival of Adolphe Thiers' troops, who extinguished the flames. Marx quickly readjusted his theory in the wake of the Paris Commune. The only modification he made to the Communist Manifesto was that the working class should break down and destroy the state mechanism, not simply take it over. 5. First Europe, then the world. Marx's updated manifesto made communism even more destructive in nature and widespread in influence. On July 14, 1889, 6 years after Marx's death, 13 years after the dissolution of the First International, and 100 years after the French Revolution, the International Workers' Congress was revived. Marxists rallied again in what historians refer to as the Second International. Guided by communism and voicing slogans like "Liberate Humanity" and "Abolish Social Classes,"
the European workers' movement established itself rapidly. Lenin said, quote, "The services rendered by Marx and Engels to the working class may be expressed in a few words thus. They taught the working class to know itself and be conscious of itself, and they substituted science for dreams." The devil used lies and indoctrination to infect popular movements with communist ideology. More and more people accepted its ideology. By 1914, there were close to 30 global and local socialist organizations and countless more trade unions and cooperatives. At the outbreak of World War I, there were more than 10 million union members and more than 7 million cooperative members. In How to Change the World, Reflections on Marx and Marxism, historian Eric Hobsbawm wrote, quote, "In these European countries, virtually all social thought, whether or not politically motivated like the socialist movement or labor movement, are visibly influenced by Marx." At the same time, communism began to spread to Russia and the East via Europe. From 1886 to 1890, Lenin studied Das Kapital, prior to which he had begun translating the Communist Manifesto into Russian. Lenin was imprisoned and later exiled. At the start of World War I, he was living in Western Europe. World War I led to the triumph of communism in Russia. At the time of the 1917 revolution that toppled Tsar Nicholas II, Lenin was in Switzerland. Half a year later, he was back in Russia and seized power in the October Revolution. Russia was a nation with ancient traditions, a vast population, and abundant natural resources. The establishment of the Soviet regime on the territory of the world's largest country was a huge boon for the world communist movement. Just as World War I assisted the rise of the Russian communists, World War II prompted the communist movement to proliferate across Eurasia and swallow up China. Stalin said, quote, "This war is not as in the past. Whoever occupies a territory also imposes on it his own social system." After World War II, the Soviet Union became a superpower, armed with nuclear weapons, and it manipulated world affairs to promote communism throughout the world. Winston Churchill said, quote, "A shadow has fallen upon the scenes so lately lighted by the Allied victory. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist International Organization intends to do in the immediate future, or what are the limits, if any, to their expansive and proselytizing tendencies." During the Cold War, the free world engaged in a fierce confrontation with the communist camp that spread across 4 continents. Like a Taoist Taiji symbol, one half was cold communism and the other was hot communism. The nations of the free world, democratic in form, slowly turned socialist in essence. And I wanted to quote Platon, parce qu'il a dit quelque chose il y a 2000 ans qui est très pertinent, et je vais le citer. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois, parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité de personne. Alors c'est là, en toute jeunesse, en toute beauté, le début de la tyrannie. Bonjour Madame, Monsieur. Randy Diallo, je suis le président des Republicans Overseas France et Action des États-Unis et aussi directeur juridique adjoint pour les Républicains à l'étranger. Aujourd'hui, c'est le Worldwide Freedom Initiative. Vous êtes le président. Et Oui. alors, pourquoi cette initiative? Pourquoi cette initiative? C'est de rassembler les peuples des différentes nations autour des mêmes valeurs et les mêmes principes qui sont importants. C'est la famille, l'éducation, l'héritage culturel, national, que ce soit aussi... ça peut être aussi des différentes choses comme dans l'éducation, la littérature, la religion, au niveau économique aussi, qui est tout ce qui est propre à un pays, qu'on le protège.
et que autour de ça, chaque pays a son identité. On doit les préserver, on doit mettre en avant. Au lieu de vouloir les déconstruire, cela, on doit les promouvoir dans le respect des libertés individuelles et l'esprit de l'autre. Et quand vous voyez tout ce qui se passe actuellement en France, les chaos, est-ce que ça vous rappelle quelque chose aux États-Unis? Est-ce que ce genre de pratique, pour vous, ça vient des États-Unis ou pas? Moi, je pense que la conséquence de ce qui se passe en France est aussi la même politique aux États-Unis, qui ont eu aussi les mêmes émeutes des Black Lives Matter aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est similaire, c'est que nos politiques, ils jouent la division pour mieux régner, mais à la fin, ils perdent le contrôle. Et c'est un peu ça, les problèmes de wokisme, et nos invités ont bien souligné, c'est que les gens, les peuples, les jeunes, ils n'ont plus de repères parce qu'on s'identifie à rien. C'est un grand vide dans l'éducation avec le wokisme. On s'est dit, on n'est rien, ni pour la religion, même jusqu'à notre sexe, on n'est ni homme ni femme, tout. Même dès l'âge très jeune, on impose cette éducation pour leur expliquer ceci. Donc ça commence, et dans les cités, ils ne se rendent même pas compte, comme il a été expliqué, qu'on brûle les écoles, on brûle les mairies. Et c'est ces gens-là qui sont là à les aider. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont perdus. Ces jeunes sont perdus. Et je pense la fierté de ces racines, et ce que j'ai expliqué en anglais, je suis très attaché au mot racine. Les racines, ça peut être n'importe quelle racine que vous soyez, asiatique, africain, juif, musulman, chrétien, c'est vos racines. On soit respectueux de nos racines, on a un dialogue entre différentes communautés, et les racines sont vivantes, c'est la nature. Qu'est-ce que c'est les racines? Les racines, c'est les parties de l'arbre quand ça ne se voit pas. Sous la terre, ça nourrit, ça donne de l'eau à l'arbre. Sans les racines, l'arbre meurt, il ne fait pas de fruits. Demain, nous devenons, dans une ou deux générations, les racines de nos enfants, nos petits-enfants aussi, nous ferons partie de cet héritage. Donc, soit, s'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de racines. Et s'il n'y a pas de racines, c'est la mort. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'on est dans une symbiose avec la nature. Et ça fait partie, ce qu'on est aujourd'hui, c'est le passé et ce n'est pas l'avenir. Sans cet, héritage, c'est vraiment cette valise, ce patrimoine que nous avons, que nous portons d'une génération à l'autre, qui s'impute des différents pays, des différentes religions, nous construit et nous donne du sens à la vie. Sans cela, chacun est perdu. Et c'est pourquoi c'est notre travail pour le Worldwide Freedom Initiative. Il est là. C'est-à-dire, dans chaque pays, quelles sont vos priorités, quelles sont vos valeurs, quels sont les messages qu'on doit passer aux jeunes, au peuple, pour qu'on renforce la particularité, l'originalité de chaque pays, que ce soit au niveau économique, littéraire, culturel et tout autre. C'est-à-dire qu'on doit les motiver, les inspirer, on partage nos expériences, on dit comment on va faire. C'est-à-dire et c'est là, à partir de là, on aurait dit bravo, bravo, parce qu'aujourd'hui c'est le début, qu'on peut entendre différentes personnes, des différentes ethnies, des différents pays, des différents continents qui ont les mêmes soucis, qui ont les mêmes préoccupations que nous. Ce n'est pas seulement les Américains ou les Européens qui ont les soucis avec le vote, c'est aussi les Africains, c'est certainement les pays musulmans qui aussi, face à ce phénomène, ils ont des difficultés et que pour eux aussi, c'est important d'avoir ces repères. Quel est le patrimoine culturel de tel ou tel pays, quel message il veut porter pour les générations à venir et son passé, être fier de son héritage. C'est cette fierté, c'est comme être fier de ses parents. C'est quoi un héritage? C'est sa famille. C'est la famille, mes parents, mes grands-parents, c'est ça. Si je ne suis pas fier de mon héritage, j'aime pas ma famille. Et si j'aime pas ma famille, je fais le rejet. Et ça veut dire que ça fait des gens, comme on a dit, malheureux, coupés du monde et qu'on veut qu'on soit seul. Chacun vidé de tout son sens.
sans proches, sans authenticité entre relations. Nous, on prône le dialogue, nous prenons aussi le respect mutuel des uns des autres, entre nations, entre religions, et pour encore encourager chaque pays d'être le mieux qu'il puisse être dans ces cas-là. Et j'ai des amis aux États-Unis qui m'ont dit le mois de juin, comme c'est le mois de fierté pour la LGBTQ, et du coup il y a des promotions de LGBT partout aux États-Unis, mais l'autre côté, le peuple réagit. Et quelle est votre observation? Et ça, on a commencé à parler de ça et je dis dans l'entretien que j'ai eu, je trouve qu'on doit aussi donner plus d'importance au mouvement citoyen. Ça s'appelle grassroots movement aux États-Unis. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est les boycotts. Ça, c'est un phénomène qu'on n'a pas vu et que les Européens n'ont pas réalisé, mais aux États-Unis, les citoyens, les mères des familles, ils ont boycotté Disney World. Disney World a perdu 500 millions de dollars ces derniers temps à cause de sa politique woke dans laquelle elle s'est engagée, que ce soit au niveau politique, il est entré en combat, en bagarre directement avec les gouverneurs de DeSantis. D'autre part aussi, tous ces films sont aussi woke, ça veut dire c'est des flops, comme on dit en anglais, c'est des vrais échecs et qu'ils auront à s'expliquer devant les actionnaires. Et c'est ça la grande question aujourd'hui. Budweiser, c'est la même chose. Budweiser, ils disent les analystes qu'ils n'ont jamais récupéré. Ils ont perdu 25-30% de leur chiffre d'affaires du marché. Target, la même chose, des grosses sociétés. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Et on entend même des banquiers, des grands gens qui se disent peut-être on doit avoir une autre vision, peut-être on ne devrait pas trop s'engager dans l'idéologie woke parce que les entreprises, c'est pas ça. Les entreprises est là pour gagner de l'argent, faire fructifier l'entreprise. Il n'est pas fait pour faire la guerre idéologique, politique, pour une partie politique ou un groupe d'intérêts. Et c'est là où je pense qu'il y aura des changements. Et on est en train de montrer l'exemple. Et je pense que ça va arriver en Europe. Il y a toujours un décalage. Mais comme j'ai expliqué, on va pouvoir transformer. Je pense que le boycott aux États-Unis, il va faire de plus en plus de bruit. Et qu'à un moment donné, comment ça va évoluer, il y aura des actionnaires minoritaires qui seront des gens anti-woke, qui vont faire un procès contre les directions de la boîte pour dire vous avez engagé dans une voie woke pour la politique économique et commerciale de la société. Nous avons perdu 30%. Nous demandons de dommages et intérêts. Et c'est comme ça, ça va se terminer. Il y aura vraiment un mouvement en ce sens qu'il faut faire payer les dirigeants de cette société qui prennent des risques inutiles, idéologiques pour les entreprises, et ce n'est pas leur place. Et un jour, les minoritaires, ils vont se réunir. Je pense qu'il y a des actions en cours, mais je n'ai pas assez suivi. Mais c'est des choses qui vont venir dans l'avenir. Est-ce que vous pensez que cette idéologie de wokisme, la racine, c'est le marxisme et le communisme? Je suis assez d'accord que c'est le marxisme parce que je dirais on fait un rapprochement avec la Chine communiste. C'est comme une deuxième révolution culturelle. On a détruit tout ce qu'il y a dans la tradition chinoise qui n'avait plus rien. Il n'y avait même plus de médecins, il n'y avait plus d'intellectuels. On a presque tué tout le monde. Soit ils ont été mis en prison, soit on a tué. C'est la même chose ici. C'est-à-dire qu'on efface tout, on laisse un néant autour de nous pour mieux contrôler les gens. Parce que si les gens n'ont ni l'éducation, ni de repères, ni d'identité, ni les moyens de réfléchir contre le gouvernement, c'est mieux et plus facile pour nous contrôler. Et c'est ça le communisme, la tyrannie. Et je l'ai expliqué, Planton nous a bien expliqué, et c'est ça les clés que, je veux dire, nous, autour de nous, il faut avoir des valeurs, il faut avoir le respect mutuel, et il faut être fier de ce qu'on est et d'où on vient. Si on n'a pas cette fierté de l'avoir, on perd une partie de nous-mêmes. Il faut aller en avance. Et que pour construire, c'est la déconstruction, c'est la politique communiste, c'est la déconstruction de la famille aussi. C'est très important, même dans le communisme chinois, de dire qu'il fallait que les enfants dénoncent les parents quand ils auraient dit quelque chose contre l'intérêt du parti.
Et les enfants apprennent ça à l'école. Pas beaucoup moins, je pense, aujourd'hui, mais à une époque, il y a quelques décennies, c'était comme ça en Chine. C'est ce que j'ai entendu. Un de nos leaders dans le Parti républicain était un dissident chinois et qui a un grand rôle dans ce qu'on fait. Il s'appelle Solomon Yu et qui lui aussi, il a pu s'enfuir aux États-Unis et a un rôle important au sein des Republicans Overseas. Et c'est le message qu'on doit envoyer, que nous subissons une deuxième révolution culturelle au niveau mondial aujourd'hui. C'est ça le wokisme, une deuxième révolution culturelle à l'international, avec ses propres identités, ses caractéristiques, mais c'est la même chose pour moi. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour, par exemple, des hommes politiques, mais dans la gauche, ce sont des gens aussi bien, mais tombés dans les pièges du wokisme et le communisme? Moi, je pense, surtout les parlementaires, ceux qui ont des responsabilités politiques en France, et c'est ma vision des choses, respect, dialogue. On peut ne pas être d'accord, même si vous avez des politiques pour lesquelles quelqu'un sera contre ou pas. Il faut avoir le dialogue et le respect. Sans cela, notre pays ne peut pas avancer et on voit les résultats dans la rue. Le pays se déchire. Donc, soit on doit arrêter de traiter et insulter nos adversaires politiques de tout le monde de la terre et avoir du respect, se parler, même si on n'est pas d'accord, même on peut se parler, même si on ose le voir, c'est pas grave, mais on se respecte. Je veux dire, ceux qui sont au pouvoir, mais il y a un respect mutuel. Aujourd'hui, on n'a pas ce dialogue, on n'a pas ce respect. Et à partir de là, ça ira un peu mieux. C'est comme le voisin que j'aime pas. Je garde un dialogue avec lui, même si je l'aime pas. Je trouve A, B, C que je l'aime pas, mais je m'entretiens une relation parce que je veux vivre en paix avec mon voisin. C'est la même chose. Dans la vie, surtout quand on est parlementaire, maire, conseiller, sénateur, on a une responsabilité vis-à-vis du peuple et on doit faire en sorte que le pays aille bien. Et pour qu'il aille bien, il faut qu'il y ait un échange entre nos responsables politiques pour que ça fonctionne bien. À partir de là, on peut être d'accord, pas d'accord, c'est moins important, mais au niveau institutionnel, des rapports entre différents acteurs politiques, il faut le dialogue et le respect.